Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la crise épidémique de 2020. Ce livre a été écrit lors de la première période de confinement en Tunisie, de mars à juin 2020. Ces matériaux en ont été principalement nos lectures papier, nos navigations sur le net, quelques échanges avec nos proches, ainsi que la mémoire et les savoirs de nos propres travaux de recherche. Le texte qui s'ensuit est volontairement daté sur une période qui s'est prolongée par la suite, qui a connu les rebondissements que l'on connaît. Multiplicité de vagues du Covid-19, qui demeure aujourd'hui en cours et qui a marqué le début d'un nouveau monde. Ce texte est caractérisé par son allure de réponse à un état de confinement et d'immobilisation, d'essai personnel exploratoire sur un sujet qui nous concerne tous. Il en est une tentative de compréhension et de mise en perspective globale dans un contexte international, et avec pour point focal la Tunisie. Il prend en compte, avec toutefois la prudence et les conditionnels nécessaires face aux données recueillies, des informations notamment géopolitiques, largement relayées sur les réseaux numériques et souvent peu disponibles dans la presse officielle et dans les études commanditées par les institutions. Le virus qui nous occupe n'est pas spécifique à un pays. Il est précisément l'une des manifestations de la mondialisation, délibérément transfrontalier. Il n'est pas tombé du ciel, il s'est construit et transmis à l'international. Les gouvernements et décideurs qui s'y trouvent confrontés lui opposent des règles, des réformes, des politiques. Mais son actuel rayonnement géographique partout dans le monde s'inscrit dans une dimension historique. En effet, depuis les débuts de l'humanité, virus et pandémies ont sévi, ont décimé des populations, ont subi des changements économiques et des bouleversements sociaux, ont souvent été instrumentalisés par les institutions et les politiques des pays concernés, limitrophes ou colonisateurs, voire ont servi des chutes d'empires ou des déclins de sociétés. Le coronavirus, une énigme non résolue. Le virus corona s'est propagé en décembre 2019 pour s'inscrire dans une pandémie mondiale. La majorité des pays touchés n'a pas estimé son ampleur et sa vitesse de propagation. Dès son apparition, le virus a été sous-estimé en raison de son caractère asymptomatique ou bénin chez la majorité des personnes atteintes. Nous nous sommes alors, durant cette première vague, posé plusieurs questions traitant de la propagation du virus et des modalités de son traitement. La famille des coronavirus comprend 6 virus qui infectent les humains. 4 d'entre eux, OC43, HKU1, NL63 et 229e dérangent l'individu, provoquant pour un tiers du rhume. Les 2 autres virus sont le MER, coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, et le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Les chercheurs en épidémiologie précisent que le virus corona, qui existe depuis des siècles, est très abondant chez les animaux. De nombreux aspects de ce virus corona-19 sont encore inconnus car il provoque une maladie dont les symptômes sont différents de la grippe. Il se propage facilement et tue rapidement. La forme du virus est sphérique, avec des épines ou gousses, contenant la protéine appelée ACE2. Selon les experts, la température ne l'affecterait pas, et il pourrait toucher les jeunes toutefois souvent asymptomatiques mais néanmoins porteurs auprès des personnes à risque ou des plus de 65 ans. La personne atteinte ne tombera pas forcément malade au cours des premiers jours de sa contamination, et certains même ne ressentiront aucun symptôme. La période d'incubation varie considérablement d'une personne à l'autre, mais est en moyenne de 5 jours. Le virus a surtout besoin de corps vivants, mais peut néanmoins survivre plus de 7 jours sur les surfaces. Il est toutefois une chance qu'il puisse être anéanti par lavage au savon. Il se caractérise par des affections du système respiratoire, se propage rapidement dans l'air par petites bactéries invisibles, et sa contamination s'effectue par la proximité entre personnes ou par le biais des surfaces infectées. Il atteindrait d'abord les cellules de la gorge, la trachée puis les poumons. L'infection des voies respiratoires supérieures peut être transmise facilement, elle est bénigne, tandis que l'infection des voies respiratoires inférieures est plus difficile à transmettre, mais elle est plus grave et entraîne une difficulté à respirer. Des chercheurs chinois de l'université de Sichuan auraient mis en évidence que le Covid-19 ne s'attaque pas aux voies respiratoires, mais plutôt au système sanguin. Les poumons des patients atteints du virus fonctionneraient normalement,
Et c'est en fait la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène qui serait affectée en bloquant le métabolisme de l'hème qui capte l'oxygène. Les effets sur les poumons qui sont identifiés sur les scanners seraient le résultat d'une réaction inflammatoire qui donnerait ces aspects sur les images. Si cette étude se révèle vérifiée, l'usage des respirateurs artificiels s'avérerait complètement inutile. L'enjeu serait alors de s'équiper en appareils de purification sanguine. Des recherches récentes montrent que toutes les personnes atteintes de coronavirus ne se sont pas complètement rétablies de la maladie. Certaines ont de nouveau été exposées au virus et peuvent même atteindre la mort. Contrairement à ce que certains chercheurs ont mentionné dans ce domaine, il est dit au printemps 2020 que le vaccin n'apparaîtra pas à court terme. Un vaccin est apparu et aujourd'hui largement pratiqué dans le monde. Les premiers contre-coups du virus sur l'économie mondiale. La pandémie que nous vivons actuellement ne constitue pas une nouveauté et s'inscrit dans le cours de l'histoire de notre humanité. Malgré nos progrès scientifiques, nous restons comme les sociétés antérieures, face à un danger dont on ne connaît pas grand-chose, on est dans l'ambiguïté sur ses origines, sa durée d'action et ses formes de propagation. En 6 mois, le virus a frappé plus de 208 pays à travers le monde, infecté plus de 3 millions de personnes, causé la mort de milliers de victimes, et des millions d'élèves ont abandonné les écoles du monde entier par crainte d'une contamination. De même, des centaines d'événements sportifs et culturels ont été annulés, de nombreux lieux de culte ont été fermés aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs, ainsi que des lieux de divertissement, des théâtres et du cinéma. Les compagnies aériennes et les trains ont annulé leurs vols par crainte de la propagation du virus. Des licenciements de milliers de travailleurs et des pertes de milliards ont été enregistrés. Les secteurs économiques et productifs se sont contractés et des milliards de dollars ont été perdus sur les marchés financiers. Le coronavirus, après avoir touché des milliers de personnes en Chine, s'est déplacé et a fait basculer de manière radicale l'économie mondiale et l'ordre des marchés financiers internationaux. Tout cela s'est traduit par une forte récession économique et un faible commerce mondial. Des effets plus sévères encore sont prévus sur l'économie mondiale pour la décennie à venir. La reprise d'une économie interconnectée ne sera pas immédiate. Elle devra être ralentie par les gouvernements, les entreprises et les particuliers, et reposera sur la capacité des secteurs de la santé à maîtriser la pandémie. Dans l'Union européenne, les bourses de Paris et de Francfort ont enregistré une baisse de plus de 10% au cours du mois d'avril, après que la Banque centrale européenne ait dévoilé une série de mesures pour soutenir l'économie de la zone euro, sans toutefois réduire délibérément les taux d'intérêt. L'indice CAC 40 a baissé de 10,2%, tandis que l'indice DAX 30 à Francfort s'est effondré de 10,3%. Toujours au mois d'avril, les marchés européens ont connu une détérioration continue après que Donald Trump ait annoncé la suspension de tous les vols entre l'Europe et les États-Unis pendant 30 jours. Le trading a été interrompu à la bourse de New York après son ouverture pendant 15 minutes pour la deuxième fois, au cours de la semaine du 13 avril. L'indice Dow Jones a baissé de 7,20% et l'indice Nasdaq, qui était dominé par les actions de sociétés technologiques, a baissé de 7,03%. À Tokyo, le Nikkei a reculé de 4,41%, perdant ainsi plus de 20% depuis le début de l'année. Le yen, un havre sûr pour les investisseurs, a augmenté de manière significative par rapport au dollar et à l'euro, une évolution très défavorable pour les groupes d'exportation japonais. Dans le monde arabe, les bourses du Golfe ont enregistré des pertes de négociation le jeudi 16 avril après 2 jours de reprise, à la suite d'une escalade de la guerre du pétrole qui en a provoqué la baisse des prix. De son côté, la bourse saoudienne, Tadawul, a baissé de 3% au cours des derniers jours de bourse avant le week-end, tandis que les actions du géant pétrolier Aramco ont perdu 2,4% de leur valeur 4 jours avant de publier les résultats annuels. Des pertes importantes ont été enregistrées aux Émirats arabes unis, l'indice du marché de Dubaï baissant de 8% et Abu Dhabi de 7,4%. De même sur la même période, la bourse de Qatar a chuté de 4,5%, le marché d'Oman a chuté de plus de 3% et le marché de Bahreïn de plus de 2%, tandis que la bourse de Koweït est restée fermée. Un révélateur de la crise et d'un nouvel ordre mondial.
La crise du coronavirus révèle l'émergence d'un autre ordre mondial en remettant en question son ordre social. La distanciation, le repli familial, sanitaire, la santé et la sécurité en question, économique, arrêt des entreprises, télétravail, financier, effondrement des marchés, chute des bourses, et politique, affaiblissement des États, indécision politique. Elle est à l'origine d'un nouveau débat. Le dilemme entre préserver l'économie ou protéger la santé, développer des biens ou préserver l'humain. L'équilibre à tenir entre les deux options se pose, la santé humaine ou l'argent. Certains pays au nord ont les moyens de contourner la crise financière, d'autres au sud ne les ont pas. Nous avons voulu dans cet ouvrage apporter un éclairage sur les retombées de la pandémie sur nos sociétés. Nous avons assimilé la crise économique et sociale qui sévit à l'échelle internationale depuis l'essor de la pandémie à un changement radical, voire à un virage sans précédent dans l'histoire de l'économie. Nous l'avons qualifié de coronavirage, concept proposé par le sociologue tunisien Abdelkhalek Bichir. Ce coronavirage constitue pour nous l'occasion de nous pencher sur ce nouvel ordre du monde, qui devient aujourd'hui le cadre de référence dans lequel nous évoluons notamment en Tunisie. Nous avons mis l'accent tant sur la crise sanitaire que sur la nouvelle expérience que traverse la majorité des populations. Le coronavirus a été un bon révélateur de la crise de certaines sociétés maghrébines, notamment l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ces trois pays ont connu des soulèvements populaires et des mouvements de protestation sociale et politique au cours des 10 dernières années. Les répercussions du Covid sur ces sociétés convergent pour renforcer des pratiques de spéculation et de trafic notamment de produits alimentaires utiles en période de confinement. Nous nous trouvons ainsi pris en étau entre ce nouvel ordre international et la nécessité d'un changement radical. L'économie tunisienne au prisme de cette crise doit en saisir l'occasion pour muter et s'orienter vers un développement social plus harmonieux, réconciliant ses antagonismes, pauvres et riches, jeunes et seniors, secteur public, privé et informel. Dans une première partie, le virus opérateur de changement, nous résituons celui-ci dans le cadre de l'ensemble des pandémies mondiales et au-delà des frontières. Ces pandémies, toutefois de moins en moins mortelles, ont introduit de nombreux changements dans les sociétés et suscité de multiples interdépendances entre elles, profitant parfois aux colonisateurs. Le coronavirus est devenu un phénomène social qui imprime profondément les comportements individuels et collectifs. S'il suscite de la distanciation sociale, il peut aussi être producteur de solidarité et de liens humains, ainsi que d'innovation avec l'enseignement à distance et le télétravail. Il est aussi l'occasion pour les gouvernements d'édicter de nouvelles règles et doit susciter la vigilance du citoyen. Enfin, nous verrons que la crise économique qui touche l'Algérie, le Maroc et la Tunisie a induit de nouvelles pratiques de petite corruption et de spéculation dans des contextes de fragilité financière et bancaire. Dans une seconde partie, géopolitique du nouvel ordre international, nous abordons le nouveau contexte des pays arabes et maghrébins jusqu'en 2020. Nous situons la crise du coronavirus dans le cadre de l'effondrement des échanges mondiaux et de la crise financière et boursière qui y sévit. Nous envisageons tout d'abord les États-Unis comme régulateurs de l'ordre mondial, d'une part par leur ingérence dans les affaires du monde, de l'Amérique du Sud à l'Asie, et d'autre part dans le cadre d'un projet de base militaire américaine dans le sud de la Tunisie. Puis nous poursuivons notre tour d'horizon de l'affaiblissement de l'Europe par la pandémie, à la suprématie désormais prise par la Chine. Enfin, cette partie se termine par un retour succinct sur les principaux réseaux d'influence internationale de nos jours présents en Tunisie. Dans une troisième partie, la corruption dans toutes ses dimensions, nous décrivons quelques idéotypes de la corruption en Tunisie, depuis la corruption financière et familiale au sommet de l'État, jusqu'aux transactions commerciales de la petite corruption du marché noir et parallèle, des monopoles et du blanchiment d'argent. Nous posons pour terminer des jalons pour la constitution en Tunisie d'un centre universitaire de recherche sur la corruption. Nous y proposons tour à tour un projet de documentation et de capitalisation de l'existant, les approches à mettre en œuvre pour mieux comprendre et expliquer la corruption, puis quelques propositions d'études ou de thématiques de recherche à conduire. Dans notre dernière partie,
Le curriculum de l'économie sociale et solidaire CURES. Nous souhaitons, dans une Tunisie où domine le chômage et les pratiques informelles, prôner un nouveau modèle, celui de l'économie sociale et solidaire. Dans cette perspective, nous reviendrons à l'expérience de la coopération ou de la réciprocité, pour utiliser le terme d'Ahmed Ben Salah, afin de comprendre les modalités et le développement de cette expérience dans l'histoire de la Tunisie. Nous y évoquerons les racines de l'économie sociale et de la solidarité, au travers des expériences algériennes et tunisiennes. Puis nous présenterons les grands axes d'un nouveau projet pour la Tunisie, tant dans les objectifs concrets qui doivent présider à sa mise en place, qu'autour de la suggestion de propositions stratégiques pour la relance de l'économie dans le cadre du CURES. Ce nouveau projet prendrait place en Tunisie dans la construction d'un troisième secteur, apte à absorber l'économie dite informelle, et s'inscrirait en complémentarité avec le secteur public et le secteur privé. Première partie, le virus opérateur de changement. Nous allons voir ci-dessous d'une part que les épidémies n'ont pas de frontières, d'autre part que l'on doit considérer le coronavirus dans son ampleur de phénomène social. Nous aborderons enfin le développement de la crise et la montée des spéculations en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 1. Les épidémies au-delà des frontières. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les épidémies, peste, choléra, grippe, ont ravagé des pays entiers et ont causé d'énormes dégâts. Ces maladies, déclenchées à travers des créatures microscopiques non identifiables par l'homme, ont produit plus de victimes que toutes les guerres. Elles ont tué des millions de personnes. La peste justinienne a tué entre 30 et 50 millions de personnes au VIe siècle, soit l'équivalent de la moitié de la population mondiale à l'époque. Le virus a frappé l'Empire byzantin, en particulier sa capitale, Constantinople, ainsi que l'Empire sassanide et les villes côtières de toute la Méditerranée, où les navires marchands abritaient des rats transportant des puces infectées par la peste. Rappelons que la plus importante dans l'histoire, la mort noire ou la peste noire, a atteint 3 continents au XIVe siècle entre 1347 et 1351 et a entraîné la mort de près de 200 millions de personnes en Afrique du Nord, en Asie et en Europe, soit sur ce continent à peu près le tiers de la population totale. En 1720, la Grande Peste de Marseille a tué environ 100 000 personnes et 100 ans plus tard, en 1820, le choléra faisait disparaître plus de 130 000 personnes en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines. En 1920, la grippe espagnole a décimé près de 50 millions de personnes, tandis qu'environ 500 millions d'individus dans le monde ont été infectés. Ces épidémies ont fait d'autant plus de dégâts qu'une grande partie de leur population a été confinée dans des endroits clos et contaminés, comme des écoles, des casernes et des bâtiments gouvernementaux. En 2020, encore l'année 20, le monde entier vit désormais le cauchemar de la pandémie du coronavirus. D'autres épidémies aussi chaotiques ont coûté la vie à des millions de personnes, et dont les effets sur certains continents étaient sismiques. La variole a causé la mort de près de 90% de la population indigène des États-Unis et de l'Amérique latine. Elle a également coûté la vie à environ 56 millions de personnes au cours du XIXe siècle. De même, l'épidémie du choléra est apparue en Inde, et s'est propagée dans la plupart des régions du pays, puis dans les régions voisines, et a fait 1 million de morts entre 1817 et 1923. L'Organisation mondiale de la santé a décrit le choléra, qui a infecté entre 1 et 4 millions de personnes par an, comme une épidémie oubliée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.